Salut, alors aujourd'hui on va regarder un peu ce qu'est cet appareil mystère. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Ça a été récupéré dans le lot d'appareils dont j'avais montré une fois dans une vidéo d'autres trucs que j'ai retrouvé à la poubelle. Et il y a cet appareil qui me semble être un truc qui a été fabriqué exprès pour, hein. C'est pas un truc du commerce du tout, manifestement. C'est un peu mystérieux, même si ça doit avoir un lien avec une quelconque alimentation, un truc comme ça. Mais j'ai absolument aucune idée à quoi ça a servi, ni ce que ça peut contenir, sachant que ça doit peser à peu près 40 kilos. Ça pèse un âne mort, c'est un truc, c'est énorme. Hein, c'est un rack 19 pouces, bon, ça doit être, je sais pas, ça doit faire 6 unités, 5 ou 6 unités. Euh, Ça contient un gros interrupteur. Manifestement, il y a du gros courant qui circule. Des galvanomètres volt-ampères. Hein, ici, ça va jusqu'à 200 volts. Manifestement, c'est 0 à 20 ampères, 0 à 200 volts. Donc, ça m'a l'air d'être relativement costaud. Ici, ce qui semblerait être en fait, le pilotage d'un variac, d'un autotransformateur variable. Ce qui, à mon avis, bon, est à peu près cohérent vu ce qu'on voit. Des interrupteurs. Alors là, il y a un interrupteur on et marqué 16 ohms, j'ai l'impression. Après un Y2, je ne sais pas ce que c'est, 5 ohms. Ensuite 2, ça a l'air d'être écrit 8 ohms ici. Un interrupteur mystère, aucune idée à quoi il peut bien servir. Un potentiomètre de contrôle. Alors, manifestement, ça contrôle quelque chose. Deux sorties rouges, ça doit être important. Donc, Carga. Alors, je pense que ça doit faire partie d'un truc fait en Espagne. Parce qu'à la boîte, on a fusionné avec un fabricant espagnol et je pense que ça devait faire partie de leur matériel pour la fabrication des machines, pour la, pour l'alimentation de je sais pas quoi ou la vérification de je sais pas quoi. Donc ça est écrit en espagnol. Et ici, manifestement, la sortie, tension 0 à 100 volts. Donc ça m'a l'air d'être une alimentation variable à base de variac, sans plus. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il doit y avoir un peu d'électronique, vu qu'il y a une espèce de potentiomètre monotour contrôle, là, donc il doit y avoir un peu d'électronique. C'est extrêmement lourd, donc il doit y avoir du transformateur et beaucoup de ferraille et beaucoup de trucs magnétiques, en tout cas. Donc, ben, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans, hein. On va découvrir à quoi ça sert et je vais en profiter justement pour voir un peu quel genre de composants j'ai tendance à récupérer quand je démonte un truc où j'ai l'opportunité de le démonter pour pouvoir récupérer des pièces parce que l'appareil ne me sert strictement à rien en soi. Et donc, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas quand je démonte un appareil, quels sont les composants qui sont intéressants et lesquels ne le sont pas. Donc, on va regarder un peu avec ça, qui est quand même un cas un peu particulier. Et puis, je montrerai après quelques autres cartes que j'ai utilisées pour extraire quelques pièces, montrer quelques pièces que je garde de préférence et celles dont j'ignore complètement l'existence parce que ça n'a vraiment aucun intérêt d'aller jusqu'à récupérer des trucs de ce genre. Donc on va essayer de l'ouvrir. Alors ça va être en direct, hein. Bon alors il y a pas mal de vis sur les côtés. Enfin pas mal. Donc manifestement il y a le couvercle qui descend jusque là. Hein, ici on a des vis plates. Alors que c'est tellement lourd et c'est tellement oh là les vis sont mises un peu de force et ont tendance à partir dans tous les sens. Donc ouais, bon, c'est vraiment de la vis ouais, autotaraudeuse, mais alors de puissance, hein. En plus, c'est extrêmement difficile à, à dévisser parce qu'elles sont vraiment bloquées dans la ferraille. C'est vraiment rustique, hein. Donc, on va essayer de dévisser ça sans tout casser. Essayer de me mettre au bord, ce sera plus facile. Donc, parce que c'est vraiment mis de force et j'ai l'impression qu'il y a vraiment le poids du truc qui... Ah ouais, la vis, elle part dans tous les sens. Manifestement, il faut faire gaffe que la vis ne saute pas sous le poids. Ouais, c'est très rustique. Alors, il y a une espèce de truc ici. Si on peut le voir, ouais, je ne peux pas le soulever parce que d'où je suis, c'est vachement difficile à soulever. Ouais, les poignets quand même. Il y a une espèce de truc là. Alors, je sais pas, il y a un connecteur ici. Ici, il y a un connecteur. Alors, je ne sais pas ce qui est mis, mais en tout cas, il y a des fils qui vont dedans. Donc, il y avait quelque chose qui allait vraiment dans cet endroit-là. Il y avait vraiment
quelque chose qui s'emboîtait là, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc manifestement, il y a un peu d'électronique. Donc on va ouvrir de l'autre côté. Alors derrière, il n'y a rien de spécial, il y a juste une alimentation, une poignée, je suppose, pour aider à porter le bestiau, hein, parce que ça pèse vraiment très très lourd. Et c'est tout ce qu'il peut y avoir là-dessus. C'est vraiment très rustique. On n'est pas trop dans la microélectronique à montage de surface. Là, j'avoue, c'est particulièrement. C'est fait pour durer et purement utilitaire plutôt qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas vraiment de soin à apporter à la construction au niveau finition. Alors, manifestement c'est très chiant à ouvrir. Ah, oh là là, oh mon dieu. Ouais, alors là on est dans les c'est incroyablement, on va dire, de puissance. Ouais, il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est un truc vraiment de puissance. On va essayer. Bon, je vais couper les câbles. J'ai le câble qui retient le câble du connecteur qui retient le couvercle, donc je vais couper ça. On va couper ça. Voilà. Je vais enlever. Hop. Ok. Bon. Oh. Voilà, nous voilà dans la version industrielle de puissance. Bon, alors, on va essayer de vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Ok, bon, on voit à peu près tout ce qu'il peut y avoir. Donc, énorme transformateur ici. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose d'écrit, manifestement non, je vois rien. Ah, si. Ouais, quelques indications. 900 VA. Donc, c'est entrée 220 volts, sortie 0, 110, 120, 130. Bon, c'est transfo purement de secteur. Hein. Ensuite, ces sorties-là vont manifestement à ici un gros pont de diode. C'est un magnifique pont de diode. Là, monophasé, manifestement. Condensateur, hein, énorme condensateur. Ah oui, ils sont tenus par des... Oula, ça fait un peu bricolage. Alors celui-là, il est tenu par un collier. Là, il est au vent. Hein, ceux-là sont tenus par une vis derrière. Auquel j'ai accès là. Alors, là, c'est une vis en plastique. L'autre, c'est une vis. Alors, c'est vraiment un bricolage. Ça a été vraiment fait, on a l'impression, avec des pièces de récup. Mais d'un autre côté, c'est un châssis qui a l'air d'être vraiment fait pour ça aussi. Donc, c'est difficile de dire si c'est vraiment fait. Voilà. Alors, un Rifa, 4700 micros, 200 volts. Bon, ça, c'est des trucs à l'ancienne. Le code de date est de 79. Donc, alors là, c'est vraiment une vieillerie. Donc, voilà typiquement le genre de truc qui n'a pas trop d'intérêt d'être récupéré au niveau des condensateurs, c'est parce qu'ils sont trop vieux. D'ailleurs, vu la taille qu'il fait, par rapport à sa valeur, c'est vraiment de la vieille techno, des vieux condensateurs. Ça n'a pas de grand intérêt de récupérer ça, parce que c'est les condensateurs qui datent des années 70 ou 80, vraiment déjà ils sont énormes par rapport à ce qui se fait maintenant. Et en plus, ce sont des trucs avec en général du PCB ou des produits chimiques qui sont maintenant totalement interdits. Donc ça se met pas à la poubelle. Hein. Si on s'en débarrasse, c'est à la déchetterie qu'il faut amener ça. Surtout pas mettre ça à la poubelle. Et puis voilà, ils sont pas forcément super fiables. Ils ont aucun intérêt à être récupérés. Surtout que maintenant, on peut trouver des tailles beaucoup plus petites, beaucoup plus fiables, selon les normes environnementales, plus ou moins. En plus, celui-là fait 85 degrés, ce qui n'est pas terrible. Hein. Donc ça, c'est pas vraiment intéressant de garder ce genre de truc. Alors, celui-là, il va être difficile à dévisser parce qu'il y a un gros écrou. Ah, c'est bon. Alors, celui-là, c'est un 10 000 micros, 160 volts. Donc, bon, en fait, manifestement, c'est une grosse alimentation, quoi. Mais alors, extrêmement rustique. Là, voilà, 10 000 micros, 160 volts. Alors là, celui-là, il date de 87, j'ai l'impression, quelque chose comme ça. Donc, c'est pareil, c'est vachement gros pour la valeur. Et c'est vieux, donc ça n'a aucun intérêt de garder ça. L'autre, ça va être à peu près le même. Hein. C'est marrant, c'est vraiment le pont de diode ici qui est vraiment énorme. Hein. J'ai pas de pont de diode de cette taille-là en réserve. C'est vraiment un beau truc. Il faudrait trouver un peu les caractéristiques. Hein.
SKB 50 08. Voilà, ça doit être un truc du genre 50 ampères 800 volts, quelque chose comme ça. Très beau pont de diode. Bon, ça vaudrait le coup de le récupérer celui-là. Des petites capas là. Bon, ça c'est marrant, c'est vraiment beaucoup de circuits magnétiques. Alors ça m'a l'air d'être une grosse self. Hein, simple self. Ici un petit transformateur. Alors, je vais essayer de reculer un peu ou d'avancer parce que c'est un peu haut pour la caméra, donc je vais monter un peu. Voilà. Petit transformateur ici. Bon, je suppose que ça c'est pour alimenter je sais pas quoi exactement. Il y a... Parce qu'il y a un petit potentiomètre ici, là, qui va je sais pas où d'ailleurs. Il part dans je sais pas quoi. C'est pas évident de voir. Parce qu'il y a un fil qui part, mais il va... je sais pas où. Là j'avoue, ça c'est peut-être... je sais pas. Je sais pas parce qu'il n'y a pas d'électronique en soi là-dedans. Il y a juste transformateur, pont de diode, capa, self, un ventilateur. Alors c'est peut-être le contrôle du ventilateur parce que le câble il s'en va là-dedans, il repart là. Ah ben voilà, en fait le potentiomètre il va au un truc que j'ai coupé. Donc ça va au connecteur extérieur. Donc ça c'est absolument pas lié à ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas d'électronique du tout finalement. Un petit transfo ici qui m'a l'air avec un pont de diode qui m'a l'air de fournir une petite tension d'alimentation qui était réutilisée dans le connecteur. Un ventilateur là, un vieux ventilateur 220 volts. Manifestement ça devait chauffer parce que ici on a des énormes résistances bobinées. Donc là ça m'a l'air d'être des charges ou des choses comme ça pour faire des essais ou je sais pas. C'est peut-être des trucs, soit des trucs de protection, soit pour... je sais pas quelle était l'utilité de ça, mais il y a des énormes résistances qui manifestement ont souffert. Elles ont bien chauffé, il y en a elles sont un peu noirâtres, elles sont assez usées. C'est vraiment... ouais, mais c'est fait quand même industriel. Hein. Je vois des trucs, c'est bien vissé, là il y a des connecteurs assez solides. Et un truc très intéressant ici, c'est un variac. Alors ça, tout labo d'électronique se doit d'avoir un variac. Quand on dépanne, voilà, alors c'est c'est bien dégueulasse. Quand on dépanne, c'est très intéressant d'avoir un variac pour pouvoir mettre progressivement la tension d'un appareil. On utilise en général un variac et par exemple des lampes à incandescence en série pour voir si un courant passe et si l'appareil est en court-circuit, au moins ça évite de faire sauter les plombs. Et ça permet de voir si l'appareil démarre à partir d'une certaine tension, etc. C'est vraiment des trucs qui permettent vraiment de faire des trucs de sécurité. Et en plus, ça permet de faire évidemment varier la tension, mais sans beaucoup de pertes, parce que c'est vraiment un potentiomètre magnétique. Donc il y a très peu de pertes. Si on voulait faire ça avec un potentiomètre normal, il dissiperait une puissance colossale. Ici, comme c'est purement selfique, c'est purement magnétique, ben, on a un moyen de vraiment de faire varier avec de la puissance sans qu'il y ait beaucoup de pertes dans le truc. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc que je vais d'RHF récupérer. Donc en gros ici, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. En gros ici, qu'est-ce qui est intéressant de récupérer? Bon, tout ce qui est condensateur vieux comme ça, les gros trucs, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est des trucs que je ne vais pas les faire. En plus, alors là, des condensateurs, j'en ai des kilomètres cubes, des gros trucs, j'en ai plein, je sais pas quoi en foutre. Vraiment, alors là, si quelqu'un veut m'en débarrasser, bon, je vais pas les envoyer par la poste parce que c'est lourd, mais si quelqu'un veut récupérer des condensateurs à la brouette, j'en ai plein. Je sais pas quoi en faire. C'est intéressant la self, très intéressant d'avoir une self, on ne sait jamais. Alors ça, c'est plutôt des self de fort courant, donc avec des valeurs relativement faibles, avec des forts courants. Mais ça peut toujours être intéressant d'avoir ça, si on veut se faire une analyse de laboratoire ou des choses comme ça. Bon, les petites capas ici, absolument aucun intérêt, 4700 micro 40 volts. Hein. C'est marrant parce que ça c'est 4700 micro 40 volts et ça c'est 4700 micro 200 volts. Celle-là, le gros truc là. Je vais essayer de redescendre un peu. Voilà, pour essayer d'avoir une vue globale. Donc ça fait 4700 micros, 400 volts. Hein, on voit la différence de taille. Vraiment, ça doit être vraiment de la merde. C'est des trucs allemands, Elco. Alors Fraco, alors je n'ai aucune idée de la date, il n'y a pas vraiment de code de date dessus, mais bon, ça doit être vraiment de la vieillerie d'antan, pas très intéressant. Ça, un petit transformateur, ça mange pas de pain. Après, il faut le mesurer, hein, mais bon, vu que manifestement c'est alimenté sous 220 volts, il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Bon, le ventilateur, non, parce qu'il est plein de poussière, et puis bon,
je sais pas trop dans quel état. Alors, éventuellement, mais bon, moi, après, c'est selon l'utilité aussi de ce qu'on fait habituellement. J'ai pas trop besoin de ce genre de truc. Trouver des ventilateurs avec des PC, on trouve facilement des ventilateurs pas chers, compacts et silencieux. Bon, ça, il fait 220 volts, mais il est tellement. Voilà, voilà, bon, ça c'est. Qui a dit que l'électronique c'était un truc pour ceux qui veulent pas se salir les mains, hein. Donc ça c'est vraiment bon. Le ventilateur non, je le garde pas. Bon, après tout dépend. Ça pourrait être utile, mais moi je le garde pas. Le pont de diode, par curiosité, parce c'est un gros pont de diode. Ça c'est intéressant. Je le garde pour. On sait jamais. C'est beaucoup d'ampères. À vis aussi, parce que c'est plus facile à monter que les trucs à cos. Les trucs à vis c'est moins courant dans ce genre de truc. Le variac évidemment. Alors ça je le garde précieusement parce que je vais pouvoir m'en servir parce que je n'en ai pas pour l'instant. J'en ai eu un mais il s'est désagrégé et il fonctionnait plus au niveau des contacts. Alors là je vais en profiter vraiment pour le garder. En plus il est assez gros donc il doit être assez puissant. Je pense qu'on doit être dans, je sais pas, faudrait que je regarde la puissance, ça doit être écrit quelque part. Ça c'est vraiment sympa. En plus il a juste le bobinage visible là, il est totalement hermétique. Souvent on trouve des, j'essaie de le rapprocher, alors, je sais pas si je vais pouvoir le faire. J'essaie de faire un plan dessus. Voilà. Bon, je suis à fond, voilà. L'avantage c'est qu'ici il est complètement isolé. Il y a juste, bon évidemment ça ne l'est pas, mais il y a juste le contact. Parce qu'il existe souvent des trucs moins chers, complètement nus, on voit le bobinage et on a tout qui est apparent. Ici il y a juste le dessus. Alors à la limite on peut mettre un capot, une protection et on a quelque chose de bien isolé. En plus il a une entrée à vis comme ça, bon ça c'est intéressant. Ça c'est un appareil, c'est vraiment l'accessoire qui n'est pas courant et qui est très utile quand on fait des dépannages ou même quand on met en route un premier prototype. C'est intéressant de mettre ce genre de truc pour augmenter progressivement la tension et voir comment ça se passe. Ça permet aussi de vérifier quand on achète un appareil qu'on n'est pas sûr qu'il est en 110 ou 220 volts. Ça permet de voir si l'appareil démarre à 110 volts et s'il ne démarre pas, ben on augmente progressivement jusqu'à ce qu'il démarre. Et ça permet vraiment d'évaluer des choses comme ça sans danger. C'est pas aussi d'alimenter temporairement un appareil sous 110 volts pour juste l'essayer. Alors là, ici, moins intéressant, moi je ne les garde pas parce que j'en ai pas vraiment l'utilité, mais ça peut être intéressant dans certains cas, c'est de garder les, les vuemètres là. Ici, alors un ampèremètre et voltmètre. Alors ici, il y a un. Alors ça, c'est un ampèremètre ici. Ici, il va jusqu'à 20 ampères et le shunt est incorporé. C'est-à-dire que les deux broches là sont shuntées par un gros fil. Donc en fait, ce truc-là mesure juste la tension au bord du shunt. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il est préutilisé. C'est juste il suffit de le mettre en série avec le signal et il mesure directement le courant. Bon, ça peut être toujours utile. À la limite, je vais peut-être le garder celui-là. Ça permet de voir si un courant passe dans l'appareil. Bon, il fait 20 ampères, ce qui est beaucoup, mais bon. Alors ça, c'est un voltmètre 200 volts. Manifestement, oui, ou même un peu plus, 250 volts. Alors ça peut être utile, associé au variac, ça peut être utile. Alors, à la limite, ceux-là, je vais les garder. Associé au variac, ça peut être intéressant. Sinon, il y a le gros interrupteur. Bon, ça, c'est vraiment de l'électromécanique. Bon, moi, je n'en ai pas trop besoin, finalement. Bon, c'est parce que je garderai pas trop ça, parce que j'en ai pas trop besoin. C'est pas trop dans le style de truc que je fais habituellement. Après, il y a les gros interrupteurs, là. Mais comme j'en ai déjà plein, je les garde pas non plus. Mais ça peut être utile de les avoir quand même. Bon, ça mange pas de pain à ce niveau-là. Bon, il y a quelques voyants. Bon, moi, non, bon, c'est pas trop intéressant. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le variac, la self, éventuellement une résistance bobinée. Tout dépend de leur valeur. Je sais pas quelle valeur elles font. C'est marqué 47 ohms. Donc il y en a 3 de 47 ohms. En parallèle, ça fait quoi? Ça fait 12 ohms, quelque chose comme ça, hein? Non, ça fait un peu plus. Oh, ça fait dans ces eaux-là, bon, 47 divisé par 3, hein, ce qui fait 12, 13 ohms, 14 ohms, à peu près. 14-15 ohms. Ouais, 15 ohms, en gros. Il y en a une autre là, je ne sais pas quelle valeur elle a, mais elle n'est pas en très bon état. Elles sont. Elle n'est pas très. Faut que je... voilà. Elle n'est pas très bien tenue. Bon, ça c'est donc 3 de 47 ohms. Ah, il y en a deux ici qui sont. Ouais, on ne les voit pas, voilà. Ici, elles sont même pas branchées. Alors je sais même pas à quoi elles servent. Elles flottent. Là, manifestement, ça a été. Ah non, elles sont en série. Ok. En fait, elles sont en série.
Comme ça, elles sont branchées à leur base, elles sont branchées en bas. Et en fait, ça monte, ça descend. Hop, elles sont serrées. Alors ça, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. 330 ohms. Voilà. Donc ça a 660 ohms. Moi, ça peut être intéressant de récupérer, mais bon, après, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Les grosses de 47 ohms, peut-être celle d'en bas. Parce que bon, elles ont chauffé, mais celle-là, elle est grattée, elle est en mauvais état. Peut-être ces deux-là peuvent être intéressantes. Mais c'est pareil, les valeurs sont un peu élevées, je trouve. Ça m'aurait intéressé si je pouvais faire une combinaison pour faire du 4 ou du 8 ou éventuellement du 16 ohms. Voilà, les trois là feraient 16 ohms, ça permet de faire des charges pour les amplis. Euh, mais avec une petite réserve, vu que c'est de la résistance bobinée non, non selfique, elles peuvent mettre en instabilité des amplificateurs un peu sensibles. Alors, un moyen de contrer un peu ça, c'est d'avoir un nombre pair de résistances et les brancher dans le sens inverse, chacune ayant. On minimise un peu l'inductance, mais de toute façon, si on veut vraiment utiliser des résistances comme charge, hein, en général, on utilise des bobinages qui partent dans un sens et qui repartent dans l'autre, qui annulent l'inductance, du moins qui la diminuent fortement. Ça reste. Bon, vu le nombre de tours, ça ne doit pas aller voler bien haut au niveau inductance, mais bon, c'est c'est toujours bon à apprendre comme charge quelconque. Je ne sais pas exactement à quoi ça servait, mais bon, voilà. Alors le transfo, il est énorme. Alors, c'est pareil. Le problème des transfos comme ça, c'est que oui, c'est utile. Ça coûte cher d'avoir des transfos de cette taille, 900 VA en 110. Bon, mais le problème, c'est que ça pèse lourd, c'est encombrant, quoi. Et j'en ai plein, c'est pareil, j'ai plein de transfos, des toriques, des trucs comme ça. Celui-là, je vais le garder parce qu'il fait 110 volts, 220, 110 volts. J'en ai pas. Je vais le garder, ce qui permettra éventuellement de faire une alimentation, un truc spécifique pour les appareils américains, si j'en ai besoin, même si ça sort en 50 Hz. Bon, on va éventuellement le garder, mais c'est pareil, c'est des trucs, ça s'accumule dans un coin, ça prend une place pas possible. Donc bon, là, vu que la simplicité de l'appareil, bon, c'est pas trop orienté électronique au niveau récup, mais bon, il y a quand même des éléments qui sont quand même en général intéressants à garder, surtout le variac. Pour moi, le plus important ici, c'est le variac. Hein, c'est ce truc-là. Ça, pour moi, c'est la pièce maîtresse de cet appareil. Éventuellement, après, une self, le pont de diode, et puis voilà. Le reste, ça va aller à la ferraille. Parce que j'ai aucune utilité de ce machin. Les interrupteurs, je m'en fous, et voilà. Donc, bon, ben voilà, c'était l'appareil mystère. Elle n'est pas tellement mystérieux en soi, mais bon, c'est vraiment de la grosse électronique bien rustique et bien industrielle. Mais bon, c'est marrant de voir un truc comme ça, hein, qui a été manifestement fait pour l'occasion, hein, parce qu'il n'y a aucune marque, il n'y a que dalle. Hein, puis ça fait un peu bricolage et récup, je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, voilà le truc. Alors, après, je vais prendre quelques cartes que j'ai à la poubelle, là, dont j'ai récupéré quelques trucs, montrer un peu ce que j'ai pu récupérer dessus sur des cartes plus conventionnelles, plus proches de cartes mères ou électroniques générales, et voir un peu qu'est-ce qui est intéressant de récupérer quand on fait de l'électronique et qu'est-ce qui est souvent le plus utile. Parce qu'on a tendance à récupérer des tas de trucs finalement qui ne servent jamais. Et souvent, on regrette aussi des fois de ne pas avoir pris certains trucs qui manquent ou qu'on croit avoir, mais finalement qu'on n'a pas. Donc, on va regarder quelques autres exemples on va dire de démontage et de récupération. Parce que c'est toujours très intéressant quand même de récupérer sur des cartes en bon état, parce que certains composants sont disponibles dans les magasins, mais il faut en acheter 50, ou sont pas donnés, ou sont pour un proto, c'est chiant d'en avoir qu'un seul à acheter, ça fait 36 000 références pour rien. Enfin bon, ça permet quand même de dépanner, de faire du prototype, faire des essais, choses comme ça, surtout pour certains types de composants qu'il est bon d'avoir en stock. Donc on va regarder ça. Ok, donc comme deuxième exemple, je vais prendre un appareil qui est à la fois plus standard au niveau, on va dire, électronique, de récupération, plutôt qu'un truc plus proche de l'électrotechnique comme le précédent, mais qui n'est pas du tout conventionnel quant à sa fonction d'origine. En fait, cette machine mélange à la fois de l'électronique et de l'optique. C'est en fait un appareil qui pilote un laser pour faire de la mesure 3D dans des cabines, pour faire des mesures de mannequins, enfin pour mesurer des gens dans une cabine, ce qu'on appelle le body scanner.
C'est l'appareil qui pilote le laser et qui fait l'acquisition des mesures. Donc, enfin non, l'acquisition des mesures est évidemment sur des capteurs dans la cabine, mais au moins cet appareil-là pilote le laser et probablement a un asservissement quelconque entre les mesures et l'émission. Donc, c'est vraiment un appareil hors norme. Bon, ça, on n'a pas l'occasion d'en voir très souvent, mais ça reste quand même un appareil électronique en soi, donc avec éventuellement des choses beaucoup plus, on va dire, intéressantes à récupérer dans ce contexte. Donc là, on n'est pas du tout dans une construction, on va dire, faite pour peut-être une fonction quelconque un jour. Hein. C'est un appareil, on va dire, industriel, commercialisé, donc qui, lui, est fait selon les règles de l'art. Alors là, on est vraiment dans... Alors là, on est dans de l'appareil dont le prix est colossal. Hein, c'est très très cher. D'ailleurs, la fabrication elle-même est de toute façon hors norme parce que là, par exemple, là, c'est un coffret moulé, en aluminium moulé, complètement peint, et tout est comme ça. C'est-à-dire que le coffret est intégralement en aluminium massif. C'est une seule pièce avec les vis, etc., qui sont coincées dedans. Ici, les vis de fixation, là, sont tenues par le truc. Hein, elles ne peuvent pas s'en aller, hein. Elles sont donc solidaires du capot. Donc là, on se retrouve vraiment avec un appareil électronique beaucoup plus conventionnel, entre guillemets, mais avec une fonction plutôt hors norme à ce niveau-là. Donc ici, on est plus dans, on va dire, un appareil de pilotage et un appareil d'acquisition. Donc là, on est dans l'électronique pure, bas signal, on va dire, bas niveau, mais avec énormément de matériel différent et beaucoup de choses intéressantes à récupérer dans ce cas de figure. Alors, on va regarder d'un peu plus près parce qu'il y a vraiment une partie électronique. Alors, j'ai déjà enlevé à l'époque, quand je l'ai récupéré, pareil, j'ai récupéré dans une poubelle, hein, j'ai récupéré la partie laser et alimentation, que voici. Donc ça, c'est... alors, il faut bien voir que ça, c'est la diode laser. Il y a un beau laser vert. Ici, c'est un laser de combien, je crois? Alors, c'est un vrai laser industriel. Hein. C'est pas comme ces saloperies pas chères fournies sur eBay avec des puissances qui ne sont pas vraiment celles qui sont faites, qu'on peut obtenir réellement. Ça, c'est un laser de 100 milliwatts vert. Avec, en fait, c'est un laser infrarouge et dont la longueur d'onde est divisée par 2. Et donc, on obtient une valeur... Enfin, lui, il est divisé par 2. On obtient, donc, c'est un 132 nanomètres, ce qui est un laser vert, hein, une diode laser avec son alimentation fournie. Donc, ça fonctionne parfaitement. Hein, alors, évidemment, je n'ai pas besoin d'un laser vert comme ça tous les jours, mais bon, ça vaut toujours le coup de garder ça dans un coin, on ne sait jamais. Ça permet de faire un niveau à bulle, mais à laser, ça permet de... Et c'est très lumineux, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est extrêmement lumineux et ça permet de voir là où les lasers, par exemple de niveau, des trucs comme ça, dans le commerce, ne sont pas très visibles. En général, les lasers rouges. Ça permet de faire un substitut beaucoup plus utilisable. Hop. On va regarder d'un peu plus près le contenu de ça parce que c'est vraiment un drôle d'appareil. Je vais le retourner parce qu'il sera plus stable dans ce sens-là. Et on va pouvoir voir plusieurs parties vraiment très distinctes. Et là, il y a vraiment de quoi récupérer des trucs. Donc, je vais zoomer déjà sur une partie, alors moi qui m'intéresse moins en soi, mais ça peut être tout à fait intéressant, c'est toute la partie mécanique. Alors la partie mécanique, elle est là. Donc ici, on a des... En fait, c'est une boîte. Alors, il y a la fenêtre de sortie. Alors, je recule un peu. Voilà, ça c'est la sortie de l'appareil. Donc ça, c'est une fenêtre transparente. Hein. C'est là où sort le laser. Et là, on a un bloc mécanique qui est piloté par ces fils, hein, qui sont pilotés par l'électronique d'à côté. Ce sont des miroirs tournants et des petits moteurs qui font tourner les miroirs. Alors, il y a des miroirs devant. Voilà, on les voit ici. On a un miroir ici qui tourne. Hein. Ça, c'est un petit miroir. Et ce sont des miroirs asservis en position et qui font balayer le laser sur tout un lot de capteurs et de miroirs qui font que ça balaye dans l'espace et sont mesurés après. Alors ici, on a un miroir ici
qui renvoie à l'extérieur. On a tout un montage de réflexion, etc. Donc on a toute la partie électronique de pilotage qui est juste à côté, qui est juste donc là. Et donc on a cette partie mécanique qui est assez marrante. Alors si on veut faire des expérimentations avec un laser et de la mécanique, alors là pour le peu on est servi. Alors là on remarque les connecteurs, il suffit de tirer sur des petites choses et hop, ça s'en va très bien. Voilà, alors c'est facile à... Alors, je vais essayer de l'enlever ici, voilà. Donc ici on a le bloc mécanique pilotable. Alors après, on va le démonter de toute façon pour regarder un peu ce qu'il peut y avoir là-dessus, hein, voir comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Même si moi j'en ai pas spécialement l'utilité, mais voilà, typiquement le genre de truc un peu hors norme qu'on peut récupérer sur un appareil et qui, si on aime bien faire ça, faire des expérimentations, faire des espèces de trucs, par exemple faire un jeu de lumière à base de laser avec un bloc optique. Parce que c'était très à la mode dans les années 70-80 avec les lasers hélium-néon. Il y avait à l'époque des kits pour faire des lasers utiliser un laser pour faire des figures sur les murs et tout ça. Et il y avait ce style de truc. Alors là, c'est un système beaucoup plus précis, beaucoup plus professionnel, on va dire. Mais on pourrait très bien le contourner, le détourner pour faire des figures, voire même faire un balayage et faire un affichage en modulant le laser en passant. Alors on peut rentrer dans des trucs qui peuvent mener à des projets assez rigolos si on veut se lancer dans des expérimentations de ce genre. C'est pour ça que ça, typiquement le genre de truc, quand on tombe sur un, ce qui est rare, on le garde quand même dans un coin, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc ça, je vais le garder. Alors après, il y a beaucoup de cartes de toutes sortes. Alors ici, on a beaucoup de cartes de pilotage. Alors les cartes de pilotage des moteurs, elles sont là. Alors on peut voir, je vais essayer de le mettre, on voit ici une unité de puissance. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un LM3886, un amplificateur classe, je crois que c'est un amplificateur classe D qu'on retrouve en audio. Je ne sais plus le petit ampli, je ne sais plus le nom, Gencard ou un truc comme ça. Il utilise, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'on peut l'utiliser avec un ampli op en correction d'erreur, on peut obtenir un ampli qui est intéressant. Voilà, typiquement, un truc qu'on peut récupérer pour faire un simple ampli. Il y en a même deux. Voilà, qui est intéressant. Hein, donc, deux amplis qui servent à piloter ces petits moteurs. Alors, évidemment, ce qui est possible de faire, c'est de garder les cartes pour piloter les moteurs et utiliser les cartes d'origine. Mais alors, après, il faudrait trouver la dock. Sauf que ce sont des cartes faites par le fabricant de ça. Donc, obtenir la dock du pilotage de la carte, c'est peut-être beaucoup moins évident. Donc, à la limite, moi, j'utiliserais plutôt les composants eux-mêmes, récupérer les composants eux-mêmes pour faire des montages. Parce que là, c'est pas très documenté, c'est même pas documenté du tout. Donc, essayez déjà de comprendre comment le bloc optique fonctionne. Bon, ça ne doit pas être très compliqué, vu que ce sont des moteurs et il y a je suppose, des potentiomètres de position. Hein, j'ai l'impression de voir soit des encodeurs, soit des potentiomètres linéaires qui indiquent la position pour pouvoir la servir, en position évidemment. Et voilà, donc c'est difficile de récupérer exactement l'utilisation de ça telle quelle, voilà, à moins que de trouver la doc. Alors, l'avantage c'est qu'il y en a deux de cartes comme ça. Manifestement, il y a un certain nombre de moteurs et un certain nombre de pilotages. Alors, j'ai l'impression que en fait, il y a 4 fils qui vont sur les trucs, il y a 4 fils, et il y a 2 cartes, chacune ayant deux pilotes, deux trucs pilotes. Donc il y a 4 amplificateurs pour attaquer. Donc là, on se retrouve avec 2 cartes sur lesquelles on peut récupérer éventuellement les ampli-op, ce qui peut être intéressant. Bon, c'est chiant à dessouder, hein, parce que c'est double face, et puis bon. Mais bon, en plus, ils ont leur semelle en aluminium. Donc ça, l'avantage, ce serait de démonter la semelle et juste dessouder et les garder sur leur semelle. Ça, c'est bon. Ça peut être quelque chose de récupérable. Le reste, bon, si on regarde de plus près, je vais zoomer sur la carte pour voir quel type de composants on pourrait essayer de conserver, mais c'est pas évident. Je vais voir si je peux essayer de zoomer sur la carte. Bon, c'est pas évident, mais voilà, à peu près. Bon, il n'y a pas grand chose sur la carte, donc on voit ici, avec la vis là.
Ça, c'est un des amplificateurs de puissance. Condensateur, ça c'est intéressant d'avoir ça. Quelques condensateurs comme ça, c'est toujours utile. Ici, c'est un 1000 micro 50 volts. Donc ça peut être utile parce qu'on peut se retrouver souvent à dépanner télé, écran, des appareils où les condensateurs se mettent à foirer. Alors ça peut être intéressant d'avoir ça, ça mange pas de pain. Après, il y a des petites capas comme ça. Ouais, bon, si vraiment on a le courage, on peut en garder quelques-unes. Ce qui peut être utile ici, alors c'est pas évident est-ce qu'il va faire la mise au point là-dessus? Pas vraiment. C'est vraiment pas terrible comme caméra. Non, il ne fait pas la mise au point, donc on va essayer de reculer un peu mieux. En fait, ce sont des ajustables 10 tours. Ça peut être utile de les garder. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Voilà, ici. Ah, c'est difficile de faire la mise au point avec cette caméra comme ça. C'est pas très efficace. Bon, c'est pas grave. Des petits ajustables 10 tours. C'est qu'on ne les voit pas. Ils sont cachés derrière on en voit la queue d'un ici. Là, ça peut être intéressant de les garder. Ici, c'est 10K et 20K. Bon, c'est intéressant de les garder parce que c'est facile à enlever. Donc, les ajustables 10 tours, ça peut être utilisable. S'ils ne sont pas trop vieux, parce que ça a tendance aussi à vieillir si on fait pas gaffe. Après, le reste, c'est vraiment... c'est si un jour on a besoin d'un composant et que par miracle il est dessus, on peut éventuellement. Alors, les trucs à pas récupérer, c'est les condensateurs Tantalgoutte. Hein. Bon, il y en a juste derrière, là, on les voit pas, mais il y en a deux ici, par exemple. Il y en a deux là, on l'envoie un ici. Ça, c'est de la merde. Faut éviter absolument d'utiliser ce genre de truc. Ça a tendance à faire des courts-circuits quand ça veut. Tantalgoutte, à ne pas utiliser. Ici, il y a éventuellement, là, c'est des réseaux de résistance. Ouais, moi, je les garde pas. Je m'en sers assez rarement. Ouais, ça c'est vraiment selon le type de montage auquel on a l'habitude de travailler. Bon, c'est pas très intéressant. Alors ici, il y a un optocoupleur. Ça peut éventuellement, si c'est un modèle, ouais, pourquoi pas. Ça peut être, ouais, c'est pas très courant, donc ça peut être utile d'en avoir quelques-uns en stock pour faire des essais sur des alimentations, des asservissements isolés, des trucs comme ça. Bon, ça pourquoi pas. Mais le reste n'a pas vraiment d'intérêt. On récupère pas des trucs en CMS. Hein. Sauf vraiment le jour où on a besoin de dépanner un truc, on n'a rien sous la main qui est dimanche et puis que voilà. Bon, mais tout ce qui est CMS, c'est pas très intéressant. Donc ici, quelques trucs à récupérer. Les connecteurs, éventuellement. Alors ça, c'est vraiment standard comme connecteur. C'est des connecteurs verts comme ça, c'est standard. Ça permet de faire des câblages assez propres. Hein, bon, ça, c'est utilisable. Après, le problème, c'est qu'il faut... je recule un peu. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut dessouder les trucs eux-mêmes, les réceptacles là. Alors ça c'est la galère quoi, parce que en général c'est sur du double face avec des plans de masse et tout, c'est chiant à dessouder quoi. Donc ça, ouais, vraiment c'est si on a vraiment le courage. Mais bon, ça peut être de temps en temps le type de composant qu'on peut garder parce que ça peut être utile. Sinon le reste n'a pas grand intérêt, à part purement pédagogique. Donc il y a deux cartes comme ça identiques ici. Alors à côté, ici, il y a toute cette partie. Alors ça, c'est la partie intelligence. Donc, ce sont des trucs donc, qui pilotent les miroirs et puis bien sûr qui réceptionnent toutes les données à partir des capteurs. Parce qu'il y a tout un système derrière. Il y a tout un système de connecteurs derrière. Première chose super intéressante à récupérer, ce genre d'embase Ethernet. Alors ça c'est bien, ça c'est super, parce que c'est super chiant à trouver. Sinon, bon, il y a des pilotages, je suppose que les capteurs rentrent par ici. Voilà. Alors voilà typiquement ce genre de truc. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, cette prise, alors j'essaie de la trouver ici. Alors où est-ce qu'elle est, voilà, on la voit là. En fait, il y a un câble dedans. Et la prise, en fait, c'est juste un passe-plat entre l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est super rigolo, mais ça, c'est vachement pratique pour avoir... une prise facile à mettre avec juste une découpe, des vis, plutôt que de faire une forme dans un châssis. Ça coûte la peau du cul, hein, ce genre de conneries. Et ça, c'est très intéressant de conserver ça. Ça, ouais. Typiquement le genre de truc qu'il faut garder. Alors ici, il y a un relais. Je pense, un relais. Bon, les relais, ça peut être intéressant aussi de conserver. Toujours besoin de relais, on ne sait jamais. Alors,
Bon, j'ai enlevé toutes les nappes parce qu'il y a des fils partout. Voilà. J'ai reculé. Voilà. Alors là, je vais reculer un peu pour avoir une vision avec plus de recul. Voilà. Alors c'est quoi ça? Toute cette longueur. Toute cette longueur. Alors ça, c'est pareil. C'est le truc à conserver. Vraiment, c'est super intéressant. C'est un tunnel de refroidissement. Tous les composants qui chauffent sont plaqués contre ce tunnel. Il y a 2 ventilateurs de chaque côté. Un ventilateur avec des filtres et tout. Hein. Et c'est un radiateur en aluminium avec une ventilation forcée. Alors ça, c'est pareil. C'est le genre de truc, si on l'achète, c'est disponible chez Farnell ou des gens comme ça, mais ça vaut très très cher. Alors ça permet de faire, dans une place relativement compacte, un refroidissement efficace. Si on fait des protos d'amplificateurs en classe A par exemple, un truc comme ça, avec la ventilation forcée là-dedans, on a quelque chose de compact et d'extrêmement efficace pour refroidir. Si on met des ventilateurs très silencieux, de PC hein, par exemple, et hop, on a un système qui refroidit super bien. Alors ça, très très intéressant à conserver. Là, il suffit de le démonter, de dévisser, ça je vais garder. Ici, alors les cartes avec l'intelligence, donc comme je disais, donc ici, c'est écrit dessus, là c'est DSP convertisseur. Alors effectivement, il y a un analog device, ça, les ADSP 2116. Alors ça, c'est bon, c'est pas très récent hein, comme truc, mais bon, calcul DSP évidemment, calcul relais, de la mémoire. Probablement, il y a un genre de mémoire statique. Je vois des puces Burr Brown. Alors, ce sont des DAC Burr Brown. Alors ça, je ne vois pas la référence dessus. Alors, c'est quoi? DAC 712. Non, 712U. DAC 712. Il faudra regarder ce que c'est. Bon, c'est peut-être un des rares cas où peut-être récupérer des puces pourrait justifier si on tombe sur des puces assez... de très haut de gamme qui sont très chères et qui pourraient servir dans un contexte. Mais alors, dessouder ça, il faut avoir le matériel, ça ne s'improvise pas comme ça. Mais bon, il faudra regarder les caractéristiques de ces puces-là pour voir si ça vaudrait le coup de les récupérer. On ne sait jamais. Bon, après, ici, je suppose que ça doit être oh, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être que ça. Ça, c'est un truc de chez Linear Technology. Ça doit être soit le firmware, tout simplement, du DSP, je suppose que ça tombe, c'est simplement l'équivalent du BIOS, hein, ça doit être le firmware du truc. Après, pas mal de tantales dont on évite de les reprendre, puis voilà, c'est tout. Ça, c'est une carte. Un quartz ici, 25 MHz, bon, pourquoi pas. Alors ici, par contre, il faut que j'aille chercher de quoi démonter ça, parce que j'ai pas de truc. Donc je vais chercher de quoi ouvrir. Ok, donc, dès qu'on ouvre ça, toujours utile d'avoir ce genre de boîte de tournevis. Ça vaut rien, mais je m'en sers mais tout le temps, ce truc. C'est indispensable. Alors la visserie, ça peut être intéressant aussi de conserver, parce que des fois on tombe sur des dimensions peu orthodoxes de vis, qui sont assez pénibles à trouver ou qui se trouvent dans certains magasins d'électronique à prix d'or, parce qu'il n'y a que eux qui les font. Genre les petites vis à Allen très courtes. J'aime bien les vis à Allen, ça fait sérieux. Et ça, c'est plus chiant à trouver. Alors là, bon, hop, donc ça c'est une carte, mais qui s'en fiche sur un connecteur là. Alors, en dessous, ben, alors là, on a un maximum d'optocoupleurs. Ok, donc on va essayer de voir ça. Bah, tiens, comme ça, on voit mieux. Voilà, très bien ça. Ok, on va essayer de voir plus loin. Voilà. Donc, est-ce que ça fait la mise au point? Voilà. Donc, alors là, tout un paquet d'optocoupleurs, tous montés sur support, ainsi que des réseaux de résistance montés sur support. Alors, comme c'est monté sur support, pourquoi pas? Ce optocoupleurs, c'est toujours bon à avoir ça dans un coin. Des doubles, des triples, enfin des boîtiers à 6 broches, boîtiers à 2 broches. Alors un FPGA. Lattice, probablement un FPGA, ouais, ça doit être, qui font que ça, ils font essentiellement ça. Donc voilà, ça c'est plutôt l'acquisition et évidemment les séparations galvaniques entre tout ce qui est numérique et tout ce qui est capteur. Donc ça c'est un grand classique du genre, hein.
c'est évidemment incontournable dans ce genre d'appareil. À partir du moment où il y a des capteurs, à partir du moment où il y a de la partie numérique et les parties analogiques, il y a quasiment tout le temps une séparation complète entre les deux mondes et la communication se fait via des optocoupleurs. Hein, c'est d'une manière optique, comme ça on est sûr de ne pas être emmerdé avec les masses qui sont souvent différentes. Donc là j'ai enlevé. Alors ce qui est intéressant, par exemple, des entretoises comme ça c'est toujours bon à garder. Les petites mécaniques, la petite quincaillerie, les trucs comme ça, c'est. En général, je garde les trucs un peu chiants à trouver. Parce que la visserie, c'est toujours des trucs dont on a besoin et dont on n'a jamais la bonne taille. Donc là, hop, alors là, il y a un gros connecteur ici. Un connecteur. Ah, ça aussi, c'est les connecteurs que j'utilise quand je fais des cartes entre elles. Ces fameux, les HE14, enfin, ces trucs au pad 254. Ça, c'est extrêmement utilisé. Alors, ça, ces séries-là, c'est intéressant parce que ça permet d'écarter les cartes entre elles de quelque chose de constant en un seul tenant sans être obligé d'avoir de la visserie partout. Après, le reste ne sert qu'à rigidifier, mais ça permet vraiment d'écarter et ça, c'est très pratique. Le problème, c'est que c'est vachement difficile à récupérer parce qu'il faut dessouder tout ça. Alors, si on a un pistolet à dessouder, ça peut être vraiment intéressant de tout dessouder, mais bon, ça se trouve en grande quantité par lot facilement sur eBay. Mais ça, c'est bien pour monter, pour faire les cartes, c'est assez intéressant. Donc là, c'est un circuit qui semble être double face. C'est le double face, manifestement. Donc voilà. Bon, éventuellement, donc les optocoupleurs, réseau de résistance, vu qu'ils sont sur des supports, ce qui n'est pas courant, ça peut être intéressant de les garder. C'est 4 cassettes. Ça. Ensuite, en dessous, en dessous, on a carrément un ordinateur, si je puis dire. Enfin, ça ressemble beaucoup à un PC, peut-être pas un PC, mais au moins un truc industriel, un ordinateur industriel. Ça m'a l'air d'être. J'enlève la visserie pour mieux voir. Je vois même une pile lithium, une CR2032, quelque chose comme ça, ou c'est même plus gros ça. 2335 même, c'est plus gros. Hop. Et là, on a une petite carte. Ah, ça c'est joli. Ça, je ne savais même pas qu'il y avait ça derrière. Oh, mais dites donc. Oh, là, il y a beaucoup de choses. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, je vais écarter ça. On va regarder ça de plus près. Alors, là, j'ai une table en métal. Faut se méfier de ne pas poser ça sur quelque chose qui pourrait être conducteur. Parce que comme il y a une pile, on pourrait faire quelque chose qui soit problématique. Alors là, c'est une petite carte. Qu'est-ce qu'il y a comme sortie? Je vois ici une sortie DB15 typique VGA ou quelque chose comme ça. Clavier, RS232, réseau. Hein, en plus ici, j'ai l'impression qu'il y a les adresses Ethernet marquées sur les fiches. Lithium. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Géode. Alors c'est un chipset, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça va être le chipset global du truc. Il faudrait regarder. Ça a l'air d'être National Semiconductor qui fait ça. Ici, des chipsets. Un BIOS Phoenix. Donc, probablement, c'est un PC. Un petit PC. Avec derrière, carte mémoire. Format propriétaire. Mais bon, c'est quoi? C'est 64 mégabits. La PC100. Ah ouais, c'est de l'ancienne je sais pas si c'est de la DDR ou un truc comme ça. Ça doit être de la DDR. Chipset Pro, alors là difficile de voir, alors, c'est Realtek, c'est des trucs Realtek, alors ça doit, je suis pas sûr que ce soit vraiment du chipset audio, hein, mais ça doit être probablement, vu qu'ils sont par paire, avec ici la couche physique qui correspond aux sorties Ethernet. Ça doit être la couche PHY Ethernet. Ici, par contre, ici, là je vois une espèce de... alors, je pense que c'est... Oh, il y a longtemps que je n'ai pas vu ça. C'est un compact flash. Bon, alors, pourquoi mes mouvements, c'est un peu bizarre parce que en fait, je vois sur l'écran de la caméra, mais à l'envers. Parce qu'il est retourné. Donc, pour moi, c'est difficile de voir ce que je fais exactement. Comme là, ça doit être mieux à l'endroit. Un compact flash. Alors, probablement que le système est dedans. Alors, ça faudra le coup d'essayer de le brancher et de voir s'il boot et s'il démarre ce truc. On regardera ça. J'avoue, je ne m'attendais pas à trouver un PC embarqué comme ça, une petite carte PC qui est quand même relativement vieille.
Je pense, hein, ça doit être. Alors, je sais pas quel chipset c'est, hein. Il y a un radiateur sur le processeur, mais j'ai pas vu de date dessus. Alors, date code sur les trucs. Ouais. Difficile de trouver une date sur les composants. Euh, 96, ouais, fin des années 90. 98, le BIOS est de 98. Donc là, c'est un petit PC de fin des années 90. Alors, je sais absolument pas sur quoi ils bootent, s'ils ont un système propriétaire, si c'est un MS-DOS ou je sais pas quoi. Alors ça, par contre, c'est rigolo, parce que là, en soi, c'est un objet à conserver. Moi, je l'ai conservé. Je ferai peut-être quelque chose avec, je sais pas. Mais je vais le garder en tant que tel. Je vais pas le démonter et tout ça. C'est intéressant d'avoir ça dans un coin. Et en plus, il a une fiche standard. Hein. D'ailleurs, j'ai vu ça, c'était branché un peu dans le boîtier. Il y avait une fiche. Donc, hop, je fais ça de côté. Je remets le boîtier. Donc le boîtier, il avait en fait une simple fiche ici. Alors je ne sais pas quelle tension il y avait. Il va falloir trouver quelle tension c'était. Mais bon, ça m'a l'air d'être un PC qui s'alimente avec une seule source. C'est intéressant. Bon, un petit câble réseau, ça mange pas de pain. Voilà, ça ce sera... Hop, petit câble réseau. Donc les deux cartes amplificatrices qui sont encore là. Ça, celle-là, je vais les démonter, mais comme elles sont fixées au radiateur, il faut démonter tout le système et tout ça. Donc là, il y a pas mal de choses à récupérer, hein. En gros, bon, tout ce qui est radiateur, c'est toujours bon à prendre. Les gros condensateurs, enfin gros, les condensateurs de ce genre, pourquoi pas. Les résistances ajustables, ça peut se faire. Les relais. Alors, les fiches un peu exotiques, comme donc cette fiche Ethernet, c'est difficile de montrer, mais la fiche qui est là, ici, là, fiche Ethernet qui va vers l'extérieur. Bon, là, il y a une espèce de plot, de fixation, mais bon, ça, c'est un peu trop relou quand même. La partie mécanique pour des expérimentations. Bon, ça, c'est pas du tout pour remettre ça sur un montage, c'est vraiment pour expérimenter peut-être des choses, ça peut être intéressant. Ou même conserver le boîtier lui-même comme base de travail et remettre le laser à son alimentation, essayer de le piloter. Bon, on peut conserver ça. Voilà, bon après, oui, des trucs sur des supports, pourquoi pas. Globalement, il n'y a pas énormément de choses à récupérer en soi sur ce genre de matériel. C'est tellement intégré que c'est difficile de récupérer les choses. Par contre, bon, le petit PC, évidemment, la pièce maîtresse là-dessus, c'est évidemment la diode laser. Donc, la diode laser qui est ici un vrai laser industriel. Bon, ça, c'est gros, hein, c'est quand même c'est la bête. Hein. On trouve des trucs à pas cher en laser vert qui sont soi-disant de 500 milliwatts ou 200 milliwatts, mais ça fait 100 milliwatts réellement. Hein, Alors, ça s'alimente manifestement Enfin, quand il dit 12 volts, en fait, les diodes laser, alors ça c'est l'alimentation qui fournit avec, hein, c'est vraiment une alimentation pour laser. Un laser, ça s'alimente pas n'importe comment, c'est alimenté par une source de courant. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de tension associée au laser en soi. C'est une source de courant et ça doit être parfaitement surveillé. Donc en fait, il y a tout un système ici. Le laser est branché via ce DB9 là. Donc il doit y avoir, voilà la prise qui va derrière. Il doit y avoir des capteurs de température probablement, un capteur de courant, enfin des trucs. Il doit y avoir un asservissement complet. Et donc on n'alimente pas les lasers comme ça au pif. Hein, on met pas une pile et puis c'est bon. Les vrais lasers industriels ont des vraies alimentations faites pour ça. Voilà. Mais ça, c'est voilà, typiquement le style d'appareil qui est typique d'un appareil électronique actuel. Disons, enfin actuel, celui-là, il n'est pas si jeune que ça, mais assez fortement intégré, où finalement on récupère toujours le même genre de truc. Alors, c'est pas intéressant si c'est les nappes, mais ça, c'est selon l'utilisation. Mais ce qu'on récupère souvent, c'est le gros. Les radiateurs, éventuellement les ventilateurs si on a besoin, diode laser, de la fiche, de la quincaillerie, quelques composants qu'on peut réussir à enlever facilement, parce que ça mange pas de pain à enlever, des condensateurs, quelques composants de puissance qui peuvent être utiles. Quasiment j'ai jamais fait ça, j'ai jamais récupéré du CNS, ça m'est jamais arrivé, encore moins un FPGA, un truc comme ça, alors là pour le peu, jamais j'ai récupéré un truc comme ça. Ce qui peut être intéressant, mais c'est vachement pénible à faire, c'est d'essayer de récupérer des mini connecteurs comme ça, mais c'est impossible à dessouder facilement. Encore ceux-là, ça va encore, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est des fois on trouve ça sur les cartes. Je pense que ça, c'en est un. C'est le convertisseur DC-DC.
qui permet de convertir du 12 volts en 5 volts ou des choses comme ça. Ça peut être facile à enlever, puis ça permet de sauver un montage où on n'a pas d'alimentation, et puis hop, avec ça on peut la faire facilement. Quartz, ouais, bon, ça franchement pas rarement, rarement. Bon, de la mémoire, tout ça, évidemment, non. Bon. C'est la quincaillerie, c'est vrai, c'est la quincaillerie est souvent ce qui est le plus évident. Mais voilà, ça, je ne prendrai rien de plus là-dessus. Mais bon, au-delà de ça, bon, c'est un appareil assez marrant parce que c'est vraiment pas courant. C'est vraiment un appareil totalement hors norme dans le genre. Mais on voit que rien que le boîtier, déjà, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment un gros boîtier. Il faut bien voir que c'est un boîtier monobloc coulé en alu. Hein, on n'est pas là pour rigoler. Mais vu la précision, en fait, il faut un boîtier qui ne se déforme pas parce qu'on a de l'optique ici qui sort. Il ne faut pas que ça bouge. Donc le boîtier, il est dans une cabine et puis ça bouge pas. Et puis voilà, donc c'est vraiment l'industriel fait pour durer. Hermétique. Alors ici, le boîtier, il a son joint en caoutchouc. Hein, il est vraiment hermétique. Alors je sais pas s'il est IP quelque chose, mais c'est vraiment le boîtier. C'est super classe, quoi. C'est vraiment. C'est cher, mais on sait pourquoi. Hein. Bon. Voilà, quoi qu'il en soit, ça c'est un exemple plus classique de choses qu'on récupère. Mais dans la récupération, on récupère qu'un certain nombre de choses assez limitées. Après le reste, il vaut mieux avoir un stock de composants neufs pour tout ce qui est standard, tout venant, résistance, machin. Il faut avoir les composants neufs. C'est rarement ça qu'on récupère. On récupère surtout le gros et ce qui coûte cher si on devait l'acheter, et souvent pour des protos où on n'a pas envie d'investir dans des trucs neufs ou éventuellement on investit pour des trucs qu'on va faire d'une manière répétitive, mais pour ça, non, c'est pas intéressant. Voilà. Donc ça c'est un exemple. D'ailleurs, à côté j'ai montré d'autres trucs que j'ai récupérés sur d'autres cartes, qui sont aussi d'autres types de composants qui sont pas très courants, mais qui sont aussi intéressants à conserver, parce que justement ils peuvent vraiment servir, et ils ont vraiment une caractéristique qu'on voit rarement, et souvent ils coûtent très cher. On va regarder ça de plus près, puis on va faire le bilan de ce que j'ai récupéré sur l'autre gros truc là. Vu que j'ai nettoyé un peu les trucs, j'ai récupéré pas grand chose finalement d'utile. Donc je vais vous montrer un peu ça, et puis ben voilà, on aura fini pour cet épisode. Donc voilà ce qui a été récupéré sur le gros machin là. Donc gros transfo, 220-110 volts, pourquoi pas. Bon, ça va être encore le truc empoisonné qui va me prendre une place pas possible, mais bon, on ne sait jamais. Alors la self, alors ça j'ai jamais eu ce cas de figure. C'est une self où carrément il manque le bas. Alors, on est entre la self à faire, self à air. Il y a tellement de courant qui a dû circuler là-dedans qu'ils sont obligés de. Un entrefer ne suffit pas, il faut carrément l'ouvrir. Alors la tôle est très fine. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est une tôle vraiment fine, ce qui est vraiment pas courant dans ce genre de truc. Et surtout, elle a chauffé à mort. Ça, c'est pas de la saloperie, c'est vraiment ça a chauffé à mort. Et vu la taille du câble, il devait y avoir un sacré courant. Mais moi, c'est pas d'une très grande utilité finalement. Alors, je vais peut-être pas la garder celle-là. Alors, le pont de diode, alors là, c'est vraiment une drôle 50 ampères, 800 volts. Donc, j'ai pu regarder sur internet. Alors, c'est une vieillerie, hein, c'est totalement isolé à vis. Alors, ça, c'est vraiment un gros truc. Alors, chez Selectronic, il y en a. Et ça coûte 239 euros. Bon, évidemment, c'est un peu n'importe quoi au niveau du prix, mais c'est c'est quand même quelque chose. Mais ça, c'est lourd en plus, hein, c'est un super truc. Petit transfo, ça, c'est celui-là, je le garde. 220, 2x18 et 9,5 v. Voilà. Tout ça, toujours utile. Ça, je suis pas sûr que je vais les garder. Truc. Et la pièce maîtresse, que voilà, un magnifique variac, un variac, voilà, avec juste la partie derrière. Hein. Donc, alors il est important quand même de garder évidemment le bouton qui va avec, c'est sympa. Donc alors, ça se visse si on veut. Et aussi j'ai gardé la plaque. Au moins ça vaut le coup d'avoir ça dans un coin. Alors j'ai pas trouvé, il n'y a aucune information dessus. Il n'y a pas de référence, il n'y a que dalle. Si quelqu'un reconnaît ce style de transfo, alors il est moulé et tout, hein, c'est quand même pas courant. Si quelqu'un reconnaît ces transfos, j'ai pas trouvé de traces sur internet. J'ai pas cherché non plus et d'une manière extravagante, mais j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas réussi à trouver ce logo. Manifestement CS avec un oméga. J'ai pas trouvé. Donc je suppose que ça allait avec. Hein. Je sais pas quelle est sa puissance. Faudrait que je fasse par comparaison avec d'autres modèles. Voilà, bon, après, bon, il n'y a vraiment pas grand chose à en récupérer à ce niveau-là. Quelques exemples de trucs que j'ai récupérés sur d'autres cartes. Ce style de truc. Donc ça, c'est toujours bon à prendre.
Alors ça, c'est plus dans... Alors ça, c'est quoi? C'est 4763 volts. Bon, ça, c'est toujours bon à prendre. Ça, c'est bon pour les alimentations standards. On trouve souvent, avec les alimentations à découpage, ce style de capa qui sont plutôt des trucs de haute tension. Ici, c'est un 1000 micro 200 volts. On peut le garder, mais après, le problème, ouais, c'est quand on rapporte des alimes à découpage, on peut éventuellement avoir ça en stock. Mais c'est moins ça qui saute, qui tombe en panne dans les alimes. Mais bon, autant en avoir quelques-uns. Bon, ça, c'en est encore un autre encore plus gros, 4750 volts. C'est bien de garder des marques ici Rubicon. Donc, si on trouve des condensateurs de marque, c'est bon d'avoir ça. Ça, c'est Sixavco. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre aussi. Alors, ce genre de truc aussi, ça peut être intéressant à garder. C'est des gros condensateurs film. Si c'est des 10 micros 100 volts, toujours bon à avoir ça. Hein. Et ça coûte cher, ces saloperies. Des trucs utiles aussi, ce sont des relais. J'en ai quelques-uns, alors pas tous. Certains ont été récupérés. C'est toujours bon à prendre ça, des relais de toutes sortes, peut-être des relais miniatures. C'est plus chiant à dessouder, mais bon, on peut toujours garder ça. Après, on peut, bon, ceux-là, je ne pense pas que je les ai récupérés, mais on peut trouver des relais ici à trois portions. Ça peut être sympa. En plus, des portions qui sont mi-ouvrantes, mi-fermantes. Alors, on peut trouver des logiques entre les contacts, ce qui permet de faire des situations un peu tordues. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est des résistances de puissance. Alors, bon, la résistance de puissance bobinée comme ça, oui, on peut en trouver un petit peu. Il y en a rarement, mais ça arrive. C'est toujours bon à prendre parce que ça coûte cher aussi, ça le prix. Alors moi, j'ai trouvé tout un lot sur une carte d'une résistance de puissance film épais de ce genre. Alors ça, c'est vachement bien. Parce que c'est très compact, c'est fin. Celle-là, c'est des 10 watts. L'avantage, c'est qu'on peut en mettre plein sans que ça prenne beaucoup de place. Ça prend beaucoup moins de place que les résistances bobinées, même si ça prend de la place en hauteur, mais à la limite, c'est pas très grave. Ça peut être vraiment utile dans plein de situations. On peut faire des éléments chauffants, par exemple. Si on veut maintenir à température quelque chose, on peut utiliser ça avec un capteur de température. Alors ça, c'est une valeur un peu exotique qui est de 536 ohms. En plus, ceux-là sont, je ne sais pas si on le voit à la caméra, ils sont trimés au laser, donc il y a une espèce de marque dessus, mais en fait, c'est pour faire varier la résistance, pour les adapter les unes aux autres. Alors ça faisait partie d'un truc de pilotage de moteur, de machine-outil. Alors ça, c'est vraiment sympa parce que c'est disponible chez Farnell et autres, dans des versions un peu plus petites. Je m'en suis servi dans le casque Stax parce que c'est compact et on peut coller aussi un radiateur dessus. Avec du joint silicone, on peut coller quelque chose, ça tient la température et ça tient assez bien. Ça, c'est toujours intéressant de garder ce genre de trucs. Alors ça, c'est quelques exemples, hein. J'ai d'autres trucs, mais c'est surtout des trucs comme ça. C'est surtout des trucs gros qui sont souvent hors de prix et qui dépannent ou une utilisation un peu particulière et qui, pour éviter d'acheter des trucs pour juste ça, c'est pas mal de récupérer. Alors ça, j'aime bien, c'est quand même ce pont diode, c'est vraiment la bête. Et le derrière est fraisé, hein. C'est super lisse et tout. Hein. On comprend que ça coûte cher, hein, ces trucs-là. Voilà, bon, c'était vraiment un exemple de truc, de montage d'appareil un peu exotique, avec, qu'est-ce qu'on peut récupérer dedans. Après, ça correspond à ce que je récupère habituellement, pas selon ce que je fais. Après, selon ce que les gens font, ils ont tendance à récupérer plus des trucs haute puissance, plus des trucs petits, plus de mécanique, tout ça, mais chacun fait selon vraiment ses besoins habituels, mais globalement, on récupère jamais du CMS, on récupère jamais des réseaux de résistance, on récupère jamais des transistors en boîtier CMS, ces trucs comme ça, on récupère pas. Ça sert à rien. Et comme toujours, c'est une chose qu'il faut, comme toujours, ces plaques de circuit imprimé, tout ça, ça ne se met pas à la poubelle, ça se met à la déchetterie. C'est important. Il ne faut pas jeter n'importe quoi dans les poubelles. Surtout en électronique, on a beaucoup de choses qui sont vraiment polluantes. Les bombes, les produits chimiques, les appareils de mesure, les transformateurs peut-être, des tas de trucs, les condensateurs surtout, des trucs comme ça. Ne jamais mettre ça à la poubelle. Si on veut polluer et continuer on va dire, détériorer la qualité de ramassage des ordures, il suffit de continuer comme ça. Donc il faut vraiment faire un effort, regrouper tout et envoyer tout à la déchetterie et faire un tri là-bas. Voilà, c'était plus un vrac qu'autre chose, mais pourquoi pas.